Ibrahim Traoré quitte ses habits de président. Plus de costume, plus de garde visible. Il s'habille comme un citoyen simple, avec une chemise blanche, un pantalon usé et une casquette. Ce matin, il part marcher incognito dans les rues de la capitale. Il traverse les marchés. Il observe. Il écoute les gens se plaindre, la vie est chère, il n'y a pas de travail, certains doutent du gouvernement. Ibrahim sent leur souffrance, loin des discours de ses conseillers. Soudain, un garçon pauvre attire la foule avec une vieille radio bricolée. Sa voix est forte, il annonce un complot contre le président. Ibrahim s'approche, troublé, comment ce garçon peut-il savoir tout ça? Le garçon, sale et en haillons, tient sa radio contre lui comme un trésor. Il regarde Ibrahim avec méfiance, sans savoir à qui il parle. « Où as-tu entendu ça ?» demande doucement le président, toujours incognito. « À la radio. Mais pas une radio normale, tonton. Je capte des fréquences secrètes. Je bricole depuis que j'ai 7 ans. » Le garçon s'appelle Ismaïl. Il vit dans la rue, seul. Son père était soldat, mais il est mort il y a des années. Depuis, Ismaïl survit comme il peut. Mais une chose le passionne, capter des voix, des signaux, comprendre le monde par les ondes. Je les ai entendus hier soir, dit-il. Il parlait en code, mais j'ai compris, il disait que le président devait disparaître ce soir. Il parlait d'une réunion secrète, de gardes déjà achetés. Ibrahim sent son cœur s'accélérer. Il jette un regard rapide autour de lui. Personne ne semble faire attention à eux. « Tu as une preuve ?» demande-t-il. Ismaïl fouille dans son sac et sort un vieux magnétophone abîmé. Il appuie sur lecture, un grésillement, puis des voix. Claire. Froide, ce soir. Il doit tomber. On a déjà des hommes à l'intérieur. Le président ne doit pas sortir vivant de cette réunion. Les gardes nous obéiront. Tout est prêt. Ibrahim ferme les yeux. Une des voix lui semble terriblement familière. Un de ses ministres, un homme qu'il a reçu hier dans son bureau. Le choc est immense. Une trahison, au cœur même du pouvoir. Des hommes qu'il pensait loyaux sont prêts à le livrer à ses ennemis. « Tu sais qui parle ?» demande-t-il, essayant de garder son calme. « Pas encore, mais je peux retracer l'endroit d'où vient le signal. J'ai noté les fréquences. Je les étudie tous les jours. Je peux aider. » Ibrahim regarde le garçon avec étonnement. Derrière ses habits sales et sa voix timide, il découvre un esprit vif, curieux, courageux. Ce garçon vient peut-être de lui sauver la vie. Il n'hésite plus. « Viens avec moi, » dit-il. « Il est temps que tu vois ce qu'il y a derrière les murs du palais. » Ismaïl regarde Ibrahim avec étonnement. Il ignore encore que ce tonton simple et calme est en réalité le président de la République. Dans un bureau privé du palais, Ibrahim reçoit son chef du renseignement, le commandant Sikou. C'est un homme sérieux, calme, l'un des rares en qui le président a encore confiance. À ses côtés, Ismaïl serre toujours sa vieille radio, assis timidement près d'une étagère. Sikou insère la bande dans un lecteur sécurisé. Le silence se fait dans la pièce, les voix résonnent, claires, menaçantes. Ce soir il doit tomber. Le conseil est le moment idéal. Les gardes sont à nous. Le président ne se doute de rien. Quand la bande se termine, Sikou lève lentement les yeux. C'est authentique, dit-il gravement. Et je reconnais 2 voix, le ministre de la Défense et l'un de nos chefs de la sécurité intérieure. Ibrahim se fige. Ces hommes-là ont partagé des repas avec lui. Il leur a serré la main. Il leur a confié la sécurité du pays. Il se lève lentement, les poings serrés. Nous allons les laisser croire que leur plan fonctionne, dit-il. Mais ce soir, c'est nous qui tendrons le piège. Un plan se met en place. Les gardes fidèles sont informés en secret. Des agents en civil sont postés dans les coins stratégiques du palais. Les communications sont surveillées. Rien ne doit laisser paraître que le président sait. Ismaïl, lui, est logé, nourri, soigné, dans une chambre plus confortable qu'il n'en a jamais connue. Mais son esprit reste agité. Il a peur, il pense à ce qu'il a entendu, et il comprend que des gens puissants seraient prêts à le faire disparaître pour le faire taire. Pendant ce temps, la nuit tombe doucement sur Ouagadougou. Le palais semble calme. Trop calme. Mais en réalité, la tension est partout. Les gardes sont en alerte. Les couloirs sont sous surveillance discrète. Et dans la salle du conseil, tout est prêt. À 23 heures, les ministres commencent à arriver. Ils souriant, plaisantent, s'installent autour de la grande table en bois. Tout semble normal. Puis, le président Ibrahim entre. Il salue chacun avec calme. Il prend place en bout de table. Son regard balaye la pièce. Il cherche, il observe. Dans son oreillette, la voix de Sikou chuchote. « Monsieur, il y a un signal suspect. » Quelqu'un dans la salle envoie l'audio de la réunion, en direct.
Ibrahim garde son calme. Mais il le sait, l'espion est déjà parmi eux. La réunion a commencé. Autour de la table, les visages sont impassibles. Sourires, salutations, tout semble ordinaire. Mais Ibrahim ne se laisse pas distraire. Il observe chaque geste, chaque regard, chaque silence. Dans son oreille, la voix de Sikou continue. Le signal vient de votre gauche. L'un des ministres porte un micro caché. Ibrahim tourne discrètement la tête. 3 hommes sont à sa gauche, le ministre de l'Agriculture, celui de la Défense, et le vice-ministre de la Sécurité. Soudain, un détail attire son attention. Le ministre de la Défense renverse sa tasse de thé. En se penchant pour essuyer, sa veste s'ouvre légèrement, une petite lumière rouge clignote à l'intérieur. C'est lui, l'émetteur. Ibrahim reste calme. Il appuie discrètement sur un stylo dans sa poche. C'est le signal. Dehors, Sikou murmure dans son micro. Opération Blackout, maintenant. En une fraction de seconde, toutes les lumières du palais s'éteignent. La pièce plonge dans l'obscurité totale. Des cris, des chaises qui bougent. Puis, un bruit de verre brisé, des grenades fumigènes. Le chaos, des forces spéciales font irruption, équipées de lunettes de vision nocturne. En silence, ils immobilisent les ministres un par un. Le ministre de la Défense est rapidement maîtrisé. L'émetteur est retrouvé dans sa poche. Quand les lumières reviennent, l'homme est à terre, menotté. Il transpire. Il supplie. Je n'ai pas eu le choix. Ils ont menacé ma famille. Mais Ibrahim reste froid. Tu avais le choix. Tu as choisi la trahison. Alors que tout le monde pense que le piège a fonctionné, un garde surgit, paniqué. Un des complices s'est échappé par l'arrière du bâtiment. Ibrahim blêmit. S'il y a eu une fuite, qui était visée, il sort précipitamment de la salle, escorté par ses gardes. Il court vers l'aile des invités, là où Ismaïl a été logé. Arrivé devant la chambre, la porte est grande ouverte. À l'intérieur, le lit est vide. Pas de garçon, pas de radio, juste une petite tache de sang au sol. Ibrahim reste figé. Son cœur bat fort. Quelqu'un a enlevé Ismaïl. Et s'il voulait le faire taire, pour de bon, dans une vieille camionnette cahotante, Ismaïl est attaché sur une chaise en métal. Ses poignets saignent. Sa bouche est couverte de rubans adhésifs. Il tremble, son front porte une coupure encore fraîche. En face de lui, un homme à la carrure trapue, au regard froid. Une cicatrice lui traverse la joue gauche. Il fume tranquillement, puis souffle la fumée au visage du garçon. « Tu sais qui je suis ?» demande-t-il. « Moi c'est le capitaine Caleb. T'as fait du tort à des gens très puissants, gamin. » Ismaïl tente de parler, mais le ruban l'en empêche. Caleb s'approche, arrache brutalement le ruban de sa bouche. « Où est l'enregistrement ?»« Je l'ai caché, » murmure le garçon d'une voix brisée. « Où ?» rugit Caleb, lui assénant une gifle violente. « Vous ne le trouverez jamais, » répond Ismaïl avec défi, malgré la peur. Caleb saisit la vieille radio du garçon, fouille dans les poches, démonte l'appareil. Rien. La bande est introuvable. « Tu te fiches de moi ?» hurle-t-il. « Où est-ce que tu l'as mis ?» Mais Ismaïl tient bon. Il ne parlera pas. Ce secret, c'est sa seule arme. Caleb reçoit un appel. Une voix urgente au téléphone. Le président est au courant, on change le plan. Et mène le garçon à la piste d'atterrissage. L'avion décolle dans 30 minutes. Caleb raccroche, furieux. T'as eu de la chance, sale gosse. On va te faire disparaître, à l'étranger. La camionnette redémarre. Elle quitte la ville, direction une zone industrielle abandonnée. Mais ce que Caleb ignore, c'est qu'il a déjà perdu. Pendant ce temps, au marché, la vie a repris son cours. Les vendeurs s'installent. Les passants marchandent. Personne ne remarque un petit haut-parleur abandonné dans un coin, cabossé et poussiéreux. Personne, sauf un jeune concierge d'à peine 10 ans. Il balaie la place. Il s'arrête, intrigué par la radio. Il la ramasse, la tourne, et remarque un détail étrange, l'arrière est recouvert de rubans adhésifs. Il l'ouvre doucement, et découvre une carte mémoire minuscule, soigneusement dissimulée. Sans hésiter, il court vers un garde en uniforme, à l'entrée du bâtiment administratif voisin. « Monsieur, je crois que ceci est pour le président. » Le garde prend l'objet avec sérieux. Le message d'Ismaïl est sauf. Mais pendant ce temps, le garçon est en route vers l'inconnu. Au palais présidentiel, le commandant Sikou entre précipitamment dans le bureau d'Ibrahim. Dans ses mains, une petite carte mémoire. Son regard est grave, mais teinté d'espoir. « Monsieur, dit-il en reprenant son souffle, nous avons retrouvé l'enregistrement. Un jeune garçon l'a découvert dans le haut-parleur abandonné du marché. Il l'a rapporté à un agent. Ibrahim s'empare de la carte et la branche immédiatement. Autour de lui, ses conseillers et officiers de sécurité retiennent leur souffle. L'enregistrement commence. Ce soir, il doit tomber.
Prenez les documents, neutralisez les gardes. Les investisseurs étrangers exigent des garanties. Faites taire le gamin. Discrètement, les visages se figent. Les voix sont claires. Les noms sont codés, mais les intonations sont reconnaissables. Il s'agit bien de hauts responsables, de membres du gouvernement, et d'agents liés à des puissances étrangères. Sikou rejoue un passage. Écoutez, il mentionne une piste d'atterrissage privée à l'est de la ville. Et il parle de faire sortir quelqu'un, Ismaïl, murmure Ibrahim, le visage sombre. Un officier entre précipitamment. Monsieur, nous avons localisé le téléphone du capitaine Caleb. Il se dirige justement vers cette zone. Ibrahim se lève d'un bond. Préparez 2 hélicoptères. On y va maintenant. Sikou hésite. Monsieur, avec tout le respect, le protocole vous interdit de participer. Vous êtes la cible. C'est trop risqué. Mais Ibrahim secoue la tête. Ce garçon a tout risqué pour moi, pour ce pays. Je ne resterai pas assis ici pendant qu'on essaie de l'effacer. Il enfile un gilet pare-balles, un casque, et grimpe dans l'hélicoptère de tête. À ses côtés, 4 gardes d'élite, prêts à tout. Les moteurs rugissent. Les appareils décollent et percent le ciel noir de Ouagadougou. Par les hublots, on aperçoit la ville endormie, puis les zones sombres et désertes de la périphérie. Dans l'oreillette, la voix d'un pilote confirme, activité repérée sur la piste. Un avion est prêt à décoller. Immatriculation étrangère. Ce n'est pas dans nos registres. La camionnette de Caleb vient d'arriver. Ibrahim serre les dents. Tenez-vous prêts, on ne les laissera pas s'échapper. Les hélicoptères foncent à toute vitesse vers la piste clandestine, éclairée seulement par la lune. Les hélicoptères survolent la piste clandestine, plongeant brusquement en formation d'attaque. Les projecteurs s'allument soudainement, inondant la zone d'une lumière blanche aveuglante. En bas, la panique éclate. Des hommes armés courent dans tous les sens. L'avion privé est déjà prêt à décoller, moteur allumé, porte ouverte. Près du véhicule noir, Caleb traîne Ismaïl de force, le tenant comme un bouclier humain. Ibrahim, dans l'hélicoptère de tête, observe la scène avec intensité. Il entend les cris, les tirs, les ordres dans son oreillette. Il n'hésite plus. « Faites-moi descendre derrière le bâtiment », dit-il calmement. « Je vais le contourner. »« Monsieur, c'est contraire à tous les protocoles. » Proteste un garde. « Écrivez-moi un rapport plus tard », rétorque-t-il. Maintenant, exécution. Suspendu à une corde, Ibrahim descend discrètement derrière un hangar. Il avance à couvert, utilisant les ombres et les caisses comme protection. Des tirs éclatent à l'autre bout du tarmac. Caleb hurle à travers le bruit, « Reculez ou le garçon meurt ». Ismaïl, terrifié, tente de se débattre. Ibrahim avance lentement, repérant sa cible. Il sort son arme, respire profondément, vise. Soudain, Ismaïl frappe Caleb au pied, le déséquilibrant. Bang! Un tir unique retentit. Caleb s'effondre, blessé à la jambe. Le garçon tombe en avant, libéré. Ibrahim surgit des ombres, le bras tendu, prêt à tirer encore. Il se précipite vers Ismaïl, le prend dans ses bras, le serre fort. « Tu es en sécurité maintenant », souffle-t-il. Les forces spéciales bouclent la zone. Les complices sont arrêtés, mais quelques-uns réussissent à fuir dans la confusion. Caleb, lui, est maîtrisé, menotté, et emmené le regard rempli de haine. Ismaïl, encore sous le choc, lève les yeux vers Ibrahim. « Tu es vraiment venu ?»« Bien sûr que je suis venu », répond le président avec douceur. « Tu m'as sauvé, Ismaïl. Je ne pouvais pas t'abandonner. » Le garçon pleure en silence, accroché à son sauveur. Alors qu'il monte dans l'hélicoptère, Ibrahim pose une main sur son épaule. « Écoute-moi bien, plus jamais tu ne retourneras dans la rue. » À cet instant, une promesse vient d'être faite. Et cette promesse va changer de vie, et tout un pays. Le lendemain matin, une émission spéciale est diffusée sur toutes les chaînes de télévision, de radio et sur les réseaux sociaux. Le pays retient son souffle. Les rumeurs d'un complot ont circulé toute la nuit, mais personne ne connaît encore la vérité. Le drapeau du Burkina Faso flotte derrière Ibrahim Traoré, assis solennellement à son bureau présidentiel. Il fixe la caméra, son visage est grave, mais sa voix est ferme. « Mes chers compatriotes, dit-il, cette nuit, notre nation a frôlé le chaos. Un complot visant à assassiner votre président a été déjoué. Des membres haut placés de mon propre gouvernement ont vendu leur loyauté pour de l'argent et du pouvoir. Mais grâce au courage d'un enfant, le pire a été évité. » La caméra recule doucement et révèle Ismaïl, debout à ses côtés. Il porte une chemise blanche propre, un petit bandage sur le front, et un regard intimidé mais fier. Ibrahim pose la main sur son épaule. « Voici Ismaïl. Un enfant des rues. Un garçon sans toit, sans famille, mais avec quelque chose de rare, le courage de dire la vérité. C'est lui qui a intercepté le message des traîtres.
lui qui a averti la nation, lui qui a risqué sa vie pour nous tous. Dans tout le pays, les gens regardent avec émotion. Dans les villages, les marchés, les salons modestes, les gens pleurent, applaudissent, s'agenouillent. Puis, les images des ministres arrêtés apparaissent à l'écran. Menottés, tête baissée. Les visages autrefois puissants sont maintenant ceux de la honte. Les responsables répondront devant la justice, poursuit Ibrahim. Les procès commenceront immédiatement. Le peuple a le droit de savoir. Rien ne sera caché, des audiences publiques sont organisées. Des comptes sont gelés, des documents sont saisis. Le système corrompu commence à s'écrouler. Mais le président ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, je lance une nouvelle initiative, la Garde du peuple. Un organe indépendant composé de citoyens, de jeunes, de femmes, de travailleurs, qui surveilleront les actions du gouvernement. Plus jamais le pouvoir ne sera coupé du peuple. Ibrahim regarde Ismaïl avec fierté. Et pour diriger cette garde, qui de mieux que celui qui nous a rappelé que même la plus petite voix peut changer une nation? Les yeux d'Ismaïl s'écarquillent. Une nouvelle mission vient de naître, et elle commence maintenant. Dans les semaines qui suivent le dévoilement du complot, le Burkina Faso entre dans une ère de transformation. Les procès publics révèlent l'ampleur des trahisons. Mais au lieu de céder à la peur, le peuple se rassemble. Le président Ibrahim renforce les institutions du pays. Une réforme de la justice est lancée. Les contrats avec les entreprises étrangères sont renégociés. Une nouvelle transparence s'installe dans les ministères. Et surtout, la garde du peuple devient une réalité. Un groupe de citoyens volontaires qui surveillent les actions du gouvernement et rapportent directement au public. Au centre de cette révolution, un nom revient sans cesse, Ismaïl. Le garçon des rues est désormais scolarisé dans l'une des meilleures écoles de la capitale. Ses professeurs sont impressionnés par sa vivacité d'esprit, sa passion pour l'électronique et sa grande humilité. Ils ne parlent jamais de lui comme d'un héros. Ils se contentent de dire « j'ai juste écouté » et « j'ai parlé quand il le fallait ». Son histoire se propage dans tout le pays. Des enfants s'organisent, dans les campagnes comme en ville, ils bricolent des antennes, des haut-parleurs, des petits studios. Ils créent des radios communautaires, diffusant les actualités locales, des chansons, des messages d'entraide. On les appelle les voix d'Ismaïl. Un mouvement est né. Un vent nouveau souffle sur le pays. Un dimanche matin, 3 mois après les événements, Ibrahim demande à Ismaïl de monter avec lui dans une voiture simple sans escorte. « Où va-t-on » demande le garçon. « Là où tout a commencé » répond le président avec un sourire. Ils arrivent au marché, celui du premier jour. Les étals ont été rénovés, des peintures fraîches ornent les murs, mais le petit coin du garçon a été conservé comme un mémorial. Sa vieille boîte, son haut-parleur cassé, tout est encore là, préservé. « Monte, lui dit Ibrahim. » Ismaïl grimpe timidement sur la boîte en bois. « C'est ici que tu as parlé la première fois. Et c'est ici que ta voix a sauvé une nation. » Ibrahim lui tend un micro réparé. « Alors, Ismaïl, qu'as-tu à dire à ton peuple aujourd'hui » Le garçon respire doucement. Et l'histoire s'apprête à continuer. Le marché est calme ce matin-là. Quelques vendeurs installent leurs marchandises. Les premiers clients discutent tranquillement. Personne ne remarque encore les deux silhouettes qui avancent lentement entre les étals. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, marche sans escorte, simplement vêtu, aux côtés d'un adolescent à la démarche encore timide, Ismaïl, celui qui a changé le cours de l'histoire. Ils arrivent au coin préservé du marché, là où tout a commencé. La boîte de bois est toujours là, nettoyée mais intacte. Le haut-parleur cassé, lui, a été réparé avec soin. Il repose maintenant sur un socle en verre, comme un monument discret mais chargé de sang. Ibrahim s'arrête. Ce n'était qu'un vieux micro, dit-il. Usé, bricolé, fragile, mais ce micro a porté la voix la plus importante du pays. Ismaïl regarde l'objet. Ses souvenirs reviennent. Le froid, la peur, les gens qui riaient de lui, et cette voix intérieure qui lui disait « Parle ». Le président lui tend un nouveau micro, connecté au haut-parleur d'origine. « Vas-y, dit-il simplement. Le peuple t'écoute. » Ismaïl monte sur sa vieille boîte, comme il l'avait fait le jour du complot. Il regarde autour de lui. Une foule s'est formée, silencieuse, respectueuse. Puis sa voix s'élève, claire, sincère. Je n'avais rien, ni maison ni famille. Seulement une radio cassée. Mais j'avais une chose précieuse, la vérité. Et j'ai appris que même si tu es petit, pauvre ou seul, ta voix peut compter. Alors ne vous taisez pas. Parlez, dénoncez, rêvez. Aimez ce pays. Protégez-le, parce qu'il est à vous. Un silence, puis des applaudissements, des larmes, des sourires. Le marché, le peuple, la nation tout entière retient ce moment. Ibrahim rejoint Ismaïl sur la boîte. Il lève le bras du garçon. La démocratie ne renaît pas dans les palais, dit-il, mais dans les rues, les marchés
et les cœurs de ceux qu'on ignore. Et aujourd'hui, elle renaît, grâce à la voix d'un enfant. Une voix qui a su parler quand tout le monde se taisait, et qui a réveillé un peuple tout entier.